Démarrer. Donc, bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce webinaire sur le nouveau marquage de produits britanniques UKCA. Donc, moi, je suis Cindy Le Guen, conseillère internationale chez Bretagne Commerce International. Et je remercie donc Loïc Berthaud du groupe Emitech d'avoir accepté d'intervenir sur cette thématique avec nous ce matin. Nous avons choisi de nous focaliser sur la mise en conformité des produits électriques et électroniques. Nous ne sommes pas, sans vous rappeler que le processus du Brexit a commencé depuis quelques temps. On est entré dans une période de transition suite à la sortie donc, du Royaume-Uni de l'Union européenne. C'est une période qui permet de se préparer. Le marquage du caissier donc, devait remplacer le logo CE sur certains produits sur le marché britannique à partir du 1er janvier 2021. Reporté donc une première fois au 1er janvier 2022. Il est à nouveau reporté au 1er janvier 2023 compte tenu de la crise sanitaire. Les entreprises de Grande-Bretagne disposent également d'une année supplémentaire pour apposer ce nouveau marquage sur leurs produits. Ce que l'on va essayer de vous mettre en lumière ce matin, c'est vraiment quelles sont les différences finalement techniques à un marquage CE ou UKCA. Donc comment mettre en conformité vos produits électriques et électroniques à ce nouveau marquage de sécurité des produits, le marquage UKCA. Quelques informations pratico-pratiques sur le déroulé de ce webinaire. Donc, nous sommes sur un format d'1h30. Donc, une première heure où M. Berthaud va intervenir et nous aurons 30 minutes de questions-réponses. Vous allez pouvoir poser vos questions au fil de l'eau sur l'outil que vous avez en bas de votre écran qui s'appelle Q&R, questions et réponses. Je centraliserai vos questions et je les poserai donc sur la dernière demi-heure à M. Berthaud. On va démarrer par une présentation courte de Bretagne Commerce International, vous présenter rapidement nos missions. Donc nous sommes l'outil régional d'accompagnement des entreprises bretonnes qui se développent à l'international. Nous avons également une équipe qui s'occupe des investisseurs étrangers qui souhaitent s'implanter en Bretagne. Nous sommes une équipe d'à peu près 35 personnes réparties sur toute la Bretagne pour vous accompagner au mieux dans vos démarches à l'international. On a une gamme de services en fait, qui vous accompagne tout au long de votre développement, notamment sur la structuration de l'entreprise, sur la structuration de vos flux à l'international. Une fois que vous avez choisi votre marché, votre produit, on va vous aider donc à déployer en fait, votre développement à l'export afin d'éviter en fait, une multitude de déconvenues. Donc ça va être de l'accompagnement au travers de conseils, de rendez-vous, de diagnostics, de réunions d'information comme celle d'aujourd'hui. On a également donc un réseau de prestataires étrangers, donc à peu près 80 prestataires dans 200 pays, qui vont pouvoir aussi vous accompagner pour, par exemple, homologuer vos produits, implanter une filiale à l'étranger, faire du sourcing, rechercher des fournisseurs, des distributeurs, etc. Donc, vous aurez la présentation que l'on projette aujourd'hui, vous la recevrez par mail donc dans quelques jours, et vous aurez une présentation beaucoup plus détaillée de BCI. Vous aurez également nos coordonnées, donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'accompagnement, de plus de détails en tout cas. À l'issue de ce webinaire, vous allez avoir un sondage, une enquête de satisfaction. Je vous demanderai si c'est possible de la remplir. On a besoin d'avoir votre feedback sur ce webinaire et également à ne pas hésiter à nous remonter des sujets d'intérêt, des thématiques que vous aimeriez que l'on développe lors de réunions d'information comme celle d'aujourd'hui. Donc, je vais maintenant laisser donc, la parole à Loïc et je vais vous souhaiter donc, un excellent webinaire. À vous, Loïc. Merci beaucoup. Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous de même. Donc, je m'appelle Loïc Berthaud, je travaille pour la société Emitech et je vais donc vous présenter aujourd'hui une des conséquences du Brexit, l'apparition du marquage UKCA et définir un petit peu, vous présenter qu'est-ce que ce marquage représente et en quoi ça vous impacte, vous, en tant que fabricant de produits électriques et électroniques. Donc, pour vous présenter très rapidement Emitech, c'est un laboratoire d'essai globalement, spécialisé dans le domaine électrique, donc tout ce qui touche
à la sécurité des produits électriques, la compatibilité électromagnétique et les émissions radio, mais on intervient aussi dans les domaines climato-mécaniques et aujourd'hui de plus en plus sur tout ce qui est automobile, aéronautique et particulièrement sur ce qui est nouvelle énergie. Donc, on a un champ d'action, je dirais, assez large avec la particularité d'avoir des implantations locales, je dirais globalement partout en France. On doit avoir une vingtaine de sites maintenant répartis en France. Notre siège social étant en région parisienne, et donc on a un labo à Angers, un labo à Rennes, un labo à Montpellier, à Lyon, etc., etc. Donc vous avez très probablement entendu parler de nous à un moment ou à un autre pour la qualification de vos produits. Pour en revenir au sujet d'aujourd'hui, je vous propose déjà de nous remettre un petit peu en situation, de reparler du Brexit, comment on en est arrivé là, et effectivement d'avoir un premier aperçu de cette période de transition entre le marquage CE et le marquage UKCA, avec un petit point sur le cas particulier de l'Irlande du Nord, qui, vous allez voir, est effectivement bien particulier. Une fois qu'on se sera mis un petit peu à jour au niveau, on va dire, historique, on va rentrer un peu plus dans le détail justement de l'application du marquage UKCA, des procédures de mise en conformité, en se focalisant donc sur les aspects radio CEM, donc basse tension, sécurité des produits électriques, pour voir un petit peu justement par rapport à ce que vous connaissez probablement dans le cadre du marquage CE, est-ce qu'il y a des choses similaires, est-ce qu'il y a des choses qui sont très différentes, et pouvoir déjà, je dirais, un petit peu anticiper la somme de travail que vous allez avoir à faire pour passer cette transition, pour passer de votre marquage CE à votre marquage UKCA, ou éventuellement l'inverse, si vous connaissez déjà le UKCA et que vous souhaitez passer dans le marquage CE, mais globalement, c'est plutôt, voilà, je vais supposer que vous êtes des fabricants habitués au marquage CE et que vous souhaitez faire la transposition en marquage UKCA, je dirais de la façon la plus indolore, la plus simple possible. Et puis, une fois qu'on aura identifié et puis décrit un petit peu ces procédures de mise en conformité, cette réglementation locale qui est entre guillemets nouvelle, donc il va falloir déjà identifier dans un premier temps cette nouvelle réglementation. On rentrera encore plus dans le détail en parlant cette fois-ci vraiment purement technique, en parlant de normes, en parlant d'organismes de certification, de déclaration de conformité, etc., etc. Donc, on parlera des spécificités réellement locales, donc dans le cadre des procédures de mise en conformité radio, CEM et sécurité des produits électriques basse tension. Le Brexit. Donc, l'Union européenne s'est séparée d'un de ses membres, ou un des membres a quitté l'Union européenne, peut-être plus exactement, au 1er janvier 2021. Depuis le 1er janvier 2021, le Royaume-Uni ne fait plus partie de l'Union européenne et donc n'a plus d'obligation d'appliquer les réglementations applicables normalement. Ce Royaume-Uni est constitué de la Grande-Bretagne, l'Angleterre, l'Écosse, le Pays de Galles et de l'Irlande. Et donc l'Irlande séparée entre Irlande et Irlande du Nord. C'est pour ça que c'est un cas particulier, mais donc on y reviendra plus en propos au fur et à mesure dans cette présentation. Du coup, il a fallu créer une nouvelle réglementation, puisque l'Union européenne n'ayant plus cours, le marquage CE n'ayant plus cours, il faut quand même réguler un petit peu la mise sur le marché des produits, d'où l'apparition du marquage UKCA, qui concrètement s'applique à la plupart des produits couverts par le marquage CE, et donc applicable officiellement depuis la sortie de l'Union européenne du Royaume-Uni, donc depuis le 1er janvier 2021. Il est applicable dès aujourd'hui et il deviendra obligatoire à partir du 1er janvier 2023. Donc, effectivement, on est sur une période de transition qui courait jusqu'au 1er janvier 2022 et qui a été étendue au mois d'août de cette année jusqu'au 1er janvier 2023 pour prendre en compte notamment effectivement la crise sanitaire que nous traversons actuellement, qui nécessite un petit peu plus de temps pour se préparer. Donc, aujourd'hui, vous avez le temps effectivement de prendre en compte ce marquage, de vous renseigner, puis d'analyser sur l'impact que ça va avoir sur vos dossiers de mise en conformité. Mais attention, au 1er janvier 2023, cette fois-ci, il n'y a plus d'échappatoire, il faudra y passer. Donc, préparez-vous-y dès maintenant. Il y a une période de transition étendue, profitez-en. C'est une excellente occasion de faire les choses sans précipitation et
dans les règles de l'art. Le marquage UKCA en lui-même, vous voyez un petit aperçu en bas à gauche de l'écran. Donc, c'est un marquage CE qui ne porte pas son nom, mais globalement, voilà, c'est un marquage normalisé avec des règles d'application qui aujourd'hui sont assouplies. C'est-à-dire que normalement, le marquage UKCA doit être apposé sur le produit, sur la documentation, sur l'emballage du produit, etc., etc. Pour l'instant, si vous avez uniquement sur l'emballage ou uniquement sur la notice, ça peut encore passer. Mais à nouveau, à partir du 1er janvier 2023, vous serez cette fois-ci dans l'obligation de l'appliquer au même titre que le marquage CE sur tous les documents qui accompagnent le produit et sur le produit en lui-même. La période de transition vous permet aujourd'hui, pour des produits qui seraient déjà CE, de continuer à mettre sur le marché dans les domaines où les règles britanniques et européennes sont identiques. C'est-à-dire que si vous aviez un marquage CE sur un produit et que les règles d'application britanniques sont les mêmes que celles du marquage CE, vous pouvez, donc pendant la période de transition, continuer effectivement de vendre vos produits sous marquage CE. C'est le but justement de cette période, c'est de fluidifier et puis surtout de ne pas avoir de rupture d'approvisionnement pour certains produits. Si une des parties modifie les règles ou si les règles forcément ne sont pas les mêmes entre l'Union européenne et britannique, cette fois-ci, un produit CE ne sera plus reconnu. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si les règles sont différentes entre les deux, on va dire les deux entités géographiques, votre marquage CE n'est pas reconnu. Et si les règles sont identiques, mais qu'en cours de la période de transition, elles changent, le marquage CE, qui est aujourd'hui potentiellement reconnu, ne le sera plus. Donc, à surveiller. A contrario, un produit UKCA n'est pas reconnu dans l'Union européenne. Il faudra qu'il ait un marquage CE. Donc, ça marche dans un sens, mais pas dans l'autre. Comme toujours, je dirais, en période d'évolution réglementaire, les produits qui ont été mis sur le marché ou qui sont mis en stock avant la date d'application, donc avant le 1er janvier 2021, ne sont pas concernés. Donc, vous n'avez pas besoin de faire de rappel de produits pour changer leurs étiquetages, pour changer leur dossier technique. Tout ce qui a été mis sur le marché ou en stock avant le 1er janvier 2021, vous respectez les règles applicables à l'époque, donc il n'y a pas besoin de retoucher à ces produits. En termes de réglementation, dans le cadre du marquage CE, et je dirais en Europe en général, on applique bien souvent des directives qui donnent des exigences essentielles à respecter et qui couvrent tout un certain nombre de domaines. Donc, on trouve des directives pour la CEM, la basse tension, la radio, des directives pour les équipements sous pression, pour le RoHS, donc la restriction des substances dangereuses, etc., etc. La bonne nouvelle, et ça reboucle avec ce que j'avais dit avant sur les réglementations identiques entre CE et UKCA, c'est que globalement, la réglementation UKCA est très largement basée sur la réglementation européenne. Alors, ça s'explique au niveau historique, puisqu'une directive européenne, pour être applicable dans un État membre, doit être retranscrite en droit national. Donc, si vous appliquez la directive radio en France, c'est parce que la directive radio européenne a été retranscrite en droit français dans le cadre d'un décret d'application. De même, pour le Royaume-Uni, il y a des décrets UK donc, qui sont sortis et qui sont donc globalement des copier-coller des directives. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ce droit reste applicable. Donc, le droit européen et le droit UK sont identiques. Donc, pour tous les produits listés dans ce tableau, le marquage CE pour la période de transition reste reconnu. Et on voit des choses intéressantes, c'est que la compatibilité électromagnétique, la santé, la sécurité des produits électriques et les équipements radio font partie de cette liste. En tant fabricant d'équipements électriques et électroniques, vous pouvez aussi noter que la directive RoHS, tout en bas du tableau, à nouveau, est retranscrite à l'identique, donc en réglementation UK. Donc, globalement, pour votre marquage CE, il n'y a actuellement pas de déviation, on va dire, entre les réglementations CE et UKCA. Donc, la période de transition, pour vous, est applicable normalement à 100%. Il y a des cas particuliers, mais on reviendra dessus après. Donc, à retenir,
Si le marquage UKCA et le marquage CE ont des réglementations équivalentes, identiques, ce qui est le cas pour tous les éléments listés dans ce tableau, la période de transition vous permet de continuer à poser le marquage CE. Mais attention, au 1er janvier 2023, ça s'arrête. Et si pour une raison X ou Y, une des deux parties modifie sa réglementation en cours de route, cette période de transition, cette acceptation temporaire du marquage CE s'arrête aussi. Et puis, il y a le cas de l'Irlande du Nord. L'Irlande du Nord, aujourd'hui, bénéficie d'un processus spécifique, le Northern Ireland Protocol, et continue d'aligner ses règles de mise sur le marché avec celles de l'UE. Donc, concrètement, en Irlande du Nord, le marquage CE s'applique toujours. Le marquage CE est toujours en vigueur, même si elle fait partie du Royaume-Uni. Sauf dans un cas, c'est si vous êtes un fabricant a priori plutôt établi en Irlande du Nord et que vous passez par un organisme britannique pour mettre en conformité votre produit, cette fois-ci, le marquage CE devrait être accompagné du marquage UK-INI. Donc, c'est les deux en même temps. Ce n'est pas l'un ou l'autre, hein, c'est les deux en même temps. Et le marquage UKCA n'est donc pas reconnu en Irlande du Nord pour les mêmes raisons qu'il n'est pas reconnu en Union européenne. Donc, c'est je dirais un petit casse-tête, puisqu'il faut penser qu'on a ce qui se passe en Union européenne, le marquage CE, on a ce qui se passe en Grande-Bretagne, le UKCA, et puis donc, au niveau du Royaume-Uni, globalement, on a le cas particulier de l'Irlande du Nord, où le marquage CE continue de s'appliquer, sauf si vous êtes passé par un organisme d'évaluation de la conformité britannique. Dans ce cas, c'est le marquage CE UK-INI. Donc, joie et bonheur, vous avez potentiellement 3 marquages à identifier, à reconnaître et à évaluer si c'est applicable sur vos produits. Normalement, en tant que fabricant français, vous avez de bonnes raisons de passer plutôt par les organismes de mise en conformité, si possible français, ou au moins, on va dire, d'un État membre de l'Union. Donc, vous ne devriez quand même globalement pas être confronté trop souvent au marquage UK-INI. Mais attention, souvenez-vous qu'il existe et que concrètement, voilà, l'Irlande du Nord aujourd'hui est un cas particulier. Et c'est un cas particulier avec en plus une situation, si vous suivez l'actualité, qui est, on va dire, encore un petit peu tendue. Donc, le protocole nord-irlandais est fortement discuté. C'est un point de tension entre l'Union et le Royaume-Uni qui peut potentiellement même remettre en cause l'accord. Donc, on va dire, l'histoire n'est pas finie. À suivre, donc. Donc, en résumé, vous avez le Royaume-Uni où le marquage du caissier s'applique, en tout cas pour ce qui est de la Grande-Bretagne, Pays de Galles, Angleterre, Écosse. Pour ce qui est de l'Irlande du Nord, c'est un cas particulier. Il faut aussi envisager le marquage UK-INI. Pour l'Europe, le marquage CE reste applicable et donc aujourd'hui, provisoirement et pour certains produits pour lesquels les réglementations CE et UKCA sont identiques, le marquage CE reste reconnu. Donc j'espère avoir déjà un petit peu débroussaillé, on va dire, l'historique et puis l'aspect, on va dire, géographique du marquage UKCA. Et donc, on va pouvoir maintenant se pencher un petit peu plus précisément sur, bon, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire et comment je fais pour poser mon marquage UKCA pour mon produit, s'il est déjà CE ou pas aujourd'hui, qu'est-ce que je dois faire? Si vous avez un produit radio, vous devez déjà vous tourner vers l'équivalent de la directive radio UK, donc le Radio Equipment Regulations 2017 ou le UK SI 2017 numéro 1206. Donc, j'ai mis le lien dans la présentation, vous accéderez directement au document. Et quand vous allez l'ouvrir, vous allez voir que concrètement, ce que je vous disais, c'est que c'est un copier-coller de la directive RED, donc la directive qui couvre les produits radio applicables en Union européenne. Le domaine d'application est identique et est donc applicable à tout produit radioélectrique destiné à être mis sur le marché en Grande-Bretagne. Les démarches de mise en conformité sont similaires, pour ne pas dire identiques aussi à nouveau, c'est-à-dire que vous avez des exigences essentielles à respecter. Les exigences essentielles d'un produit radio dans le cadre de la directive RED, donc de la Radio Equipment Regulations, sont certes des exigences essentielles couvrant l'aspect radio, l'utilisation du spectre, mais aussi des exigences de sécurité santé et des exigences de CEM. Donc, on va dire, c'est une directive globale qui couvre tous les aspects.
En termes de procédure de mise en conformité, à partir du moment où sur le produit mis sur le marché, vous avez appliqué complètement des normes, on n'appelle plus ça des normes harmonisées, mais des UK Designated Standards, vous pouvez, sous votre propre responsabilité, appliquer le marquage CE, rédiger votre déclaration de conformité et mettre le produit sur le marché. On est dans ce qu'on appelle, je dirais un petit peu erronément, l'auto-certification. On préfère le terme d'auto-évaluation. C'est-à-dire que vous n'avez pas à faire valider votre dossier par un organisme externe. Vous avez appliqué des normes qui donnent présomption de conformité. Votre produit est réputé conforme. Vous mettez en forme le dossier technique. Vous appliquez le marquage UKCA. Vous rédigez la déclaration de conformité. Et normalement, vous pouvez mettre votre produit sur le marché sans, on va dire, sans validation a priori. Par contre, si vous n'appliquez que partiellement ou pour le cas où il n'existerait actuellement encore pas de normes UK Designated Standard, cette fois-ci, et au même titre que la directive RED, vous devez passer par un organisme de certification, un UK Approved Body, qui est la version UK des organismes notifiés. Donc, soit vous avez une application complète de normes harmonisées, vous êtes dans l'auto-évaluation, vous apposez le marquage CE, vous rédigez la déclaration de conformité, soit pour une raison X ou Y, vous n'appliquez que partiellement une norme ou éventuellement il n'existe pas de norme, et cette fois-ci, vous devez obtenir un certificat auprès d'un organisme désigné. Ceci, dans le cadre des produits radio, est très courant à partir du moment où vous intégrez un module radio et que vous ne faites que des mesures de vérification d'intégration, ou pour étendre la conformité à une gamme à partir d'un modèle réputé couvrir les exigences techniques de toute la gamme de produits. Donc attention, l'auto-évaluation dans le cadre de la directive radio n'est pas forcément suffisante, notamment dans les cas décrits, intégration de modules radio ou validation d'une gamme. Vous devez passer par un organisme notifié ou un UK Approved Body pour valider votre dossier technique. Si votre produit n'a pas de fonction radioélectrique, a priori, pour un produit électrique électronique, il reste potentiellement soumis à la directive CEM ou à l'Electromagnetic Compatibility Regulations. À nouveau, je vous mets le lien qui pointe vers ce document et à nouveau, vous allez pouvoir voir que par rapport à la directive CEM applicable en Union européenne, on est sur le même texte avec les mêmes exigences essentielles et le même domaine d'application. Donc, tout produit qui peut perturber ou qui peut être perturbé par des champs, des perturbations électromagnétiques, tombe dans le domaine d'application de la CEM. Dans le domaine électronique, globalement, tous les produits sont concernés. Dans le domaine électrique, c'est déjà un petit peu plus discutable. Mais donc, si vous êtes couvert par la directive CEM en Union européenne, vous êtes couvert par la directive CEM UK qui est strictement identique au niveau du domaine d'application. Les exigences essentielles des démarches de mise en conformité sont aussi calquées sur la directive CEM UE. Donc, on a des exigences de compatibilité et des exigences d'immunité. Dans tous les cas, que vous appliquiez ou non une norme harmonisée, que vous fassiez ou non des essais complets, cette fois-ci, le passage par un organisme de certification, un UK Approved Body, est toujours volontaire. C'est-à-dire que ça dépend de vous. Est-ce que oui ou non, vous voulez faire valider votre dossier technique par un organisme externe? C'est conseillé, je dirais, toujours dans les mêmes situations pour valider la conformité d'une gamme à partir d'un seul modèle testé. Mais dans tous les cas, la législation ne vous l'impose pas. Ça reste de votre propre volonté. Vous pouvez, mais vous n'avez pas d'obligation de le faire. À contrario de la directive radio, où il y a dans certaines situations, c'est une obligation. Les exigences essentielles de compatibilité et d'immunité, à nouveau, on va retrouver aussi les normes qui sont aujourd'hui proches de ce qui se passe en marquage CE, avec tout ce qui touche donc aux émissions, à l'immunité au champ électrique, au champ magnétique, l'immunité aux ESD, les harmoniques flicker, etc. Donc, globalement, pareil, si vous maîtrisez le marquage CE dans le cadre de l'Union européenne, vous devriez n'avoir aucune surprise ou très peu de surprises pour le marquage du caissier en termes de CEM. La dernière directive régulation qui est aujourd'hui, je dirais,
critiques et qu'il faut connaître pour le marquage CE et le marquage UKCA. Donc, c'est la sécurité des produits électriques, donc la directive basse tension ou la directive ou l'Electrical Equipment Regulations, pardon, pour le marquage UKCA, avec le lien qui pointe à nouveau sur ce document. Et aux surprises, pour changer, le domaine d'application est identique à la directive CE, avec les mêmes exigences essentielles de sécurité et de santé. Donc, on parle de sécurité des produits électriques et on a tendance un petit peu, je dirais, à simplifier en sécurité électrique. Donc, effectivement, c'est un produit électrique. Vous devez faire attention qu'il n'y ait pas de risque lié à l'électricité, mais il y a aussi des risques mécaniques, des risques liés à la puissance du produit, des risques liés à sa masse, etc., et des exigences de santé, notamment l'exposition aux champs électromagnétiques, aux UV, à des lumières de type LED, à des substances chimiques, etc., etc. Donc, quand on parle de sécurité des produits électriques, c'est la sécurité globale et pas uniquement liée à l'aspect électrique. Donc, il n'y a pas que le risque de choc électrique qui est à prendre en compte. Si vous connaissez bien les essais de sécurité, vous voyez bien que le laboratoire vérifie certes forcément qu'il n'y ait pas de danger d'électrisation de l'utilisateur, mais aussi que si le produit tombe, si le produit coupe, si le produit est lourd, s'il attache en hauteur, etc., qu'est-ce qui se passe? S'il contient un laser, s'il rayonne des substances, comment on met en place des sécurités pour pas que l'utilisateur soit impacté, etc. Dans cette dernière directive ou régulation, la notion d'organisme notifié ou de UK Approved Body n'existe pas. C'est-à-dire que cette fois-ci, même si vous le vouliez, vous ne pouvez pas faire appel à un organisme de certification pour valider votre dossier technique, pour vous rassurer, pour avoir une plus-value par rapport à vos concurrents sur la confiance qu'on peut avoir dans votre dossier technique. Dans le domaine de la directive basse tension, dans le domaine de l'Electrical Equipment Regulations, la notion d'organisme de certification n'est pas définie, n'existe pas. Il n'y a pas officiellement de possibilité donc de passer d'obtenir un certificat qui garantit que vous êtes conforme à cette directive ou à cette régulation UK. Donc, même volontairement, cette fois-ci, il faut trouver autre chose. Donc, globalement, pour ces 3 directives, on a quand même vu qu'on reste sur des choses très similaires, pour ne pas dire identiques, avec des documents type directive qui définissent des exigences essentielles à respecter. Ces exigences essentielles, en fonction de l'application de normes partielles, totales, ou s'il n'existe pas de normes, les procédures de mise en conformité peuvent varier de l'auto-évaluation au passage par un organisme notifié ou un UK Approved Body. Mais donc, globalement, la philosophie est la même. On retrouve le même schéma de mise en conformité. Les principales différences, du coup, par rapport au marquage CE vont tenir forcément à la déclaration de conformité, dans laquelle vous n'allez pas citer les directives européennes, mais les références des régulations et les références des normes britanniques. Et ce ne sera plus une déclaration CE de conformité, mais une UK Declaration of Conformity. Ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant, elle doit être rédigée du coup en anglais. La déclaration de UK de conformité doit toujours être signée par le fabricant qui engage sa responsabilité ou, dans le cas où il a un mandataire, par le mandataire. Et attention, cette fois-ci, ça peut avoir un impact qui est assez, on va dire, assez lourd. Si vous aviez un mandataire dans le cadre de l'Union européenne, il doit donc forcément être basé dans un pays membre de l'Union. Si vous voulez un mandataire pour votre déclaration UK de conformité, le mandataire doit être basé au Royaume-Uni. Donc, si vous aviez un mandataire pour une raison X ou Y, attention, ce mandataire ne pourra pas forcément être le même mandataire s'il n'a pas une adresse basée au Royaume-Uni. Dans le cadre des 3 directives discutées aujourd'hui, normalement, la notion d'utilisation de mandataire, à nouveau, est volontaire. Donc, je dirais quelque part, c'est un faux problème. Dans certaines directives où le mandataire est obligatoire, et dans le cadre des produits et des dispositifs médicaux, par exemple, c'est une autre paire de manches parce que là, cette fois-ci, le mandataire vous n'avez pas le choix. Vous devez avoir un mandataire et donc, du coup, avoir quelqu'un au Royaume-Uni. Donc,
Si vous n'êtes pas concerné, tant mieux, mais si pour une raison X ou Y, vous passiez par un mandataire dans le cadre du marquage CE, attention, ce mandataire ne pourra pas le rester s'il n'a pas lui-même une adresse au Royaume-Uni. Donc, la parade, ce serait de signer directement la déclaration de conformité vous-même en tant que fabricant, puisque par contre, le fabricant, lui, n'a pas d'obligation d'être basé au Royaume-Uni. C'est assez surprenant, mais c'est comme ça. Ceci dit, c'est la même chose pour le marquage CE. Le fabricant peut être mis en Chine ou n'importe où, en Asie ou ailleurs dans le monde, alors que le mandataire doit être basé dans un pays membre de l'Union. Au niveau technique, en Union européenne, pour le marquage CE, pour déclarer votre produit conforme, le moyen le plus sûr, le plus simple et le plus répandu est d'appliquer des normes harmonisées. Ces normes harmonisées sont publiées par la Commission dans un journal officiel et, dans un cadre bien donné, donnent présomption de conformité aux exigences ou à certaines exigences des directives pour lesquelles ces normes sont publiées. Donc, on a à nouveau le même principe pour le Royaume-Uni avec des UK Designated Standards, mais donc globalement, ce sont des listes de normes qui, à nouveau, donnent présomption de conformité dans le cadre des produits radio, de la CEM ou de la basse tension. Aujourd'hui, ces trois listes sont en très grande majeure partie identiques à celles des normes harmonisées en UE. C'est-à-dire que si vous appliquez une norme EN XXX pour votre produit radio, vous avez de très fortes probabilités de retrouver la même norme avec les mêmes versions, les mêmes dates d'application obligatoire et les mêmes dates d'expiration dans le cadre du marquage UKCA. Mais attention, ces trois listes sont décorrélées des listes, donc des normes harmonisées Europe, ce qui fait qu'il peut quand même y avoir des déviations. Donc, c'est en très grande partie identique, mais dans certains cas particuliers, et je dirais au fur et à mesure que le temps va passer, il y a de fortes probabilités que ce nombre de déviations soit de plus en plus important, voire qu'un jour, on se retrouve avec des normes spécifiques dans un cas qui ne sont pas applicables dans l'autre, etc., etc. Donc, prenez dès aujourd'hui l'habitude, quand vous voulez aller au Royaume-Uni, que vous voulez apposer le marquage UKCA sur un de vos produits, vérifiez que la version de norme que vous avez appliquée, qui était potentiellement valide pour le marquage CE, est toujours la même dans le marquage UKCA. C'est un nouveau pays, entre guillemets, avec une nouvelle réglementation, certes très proche, voire quasi identique à celle que vous connaissez dans le cas du marquage CE, mais prenez l'habitude de la considérer comme une nouvelle réglementation à surveiller à part. Aujourd'hui, donc, il y a très peu de déviations techniques au niveau normatif, mais ça commence à apparaître. Il y a des décalages entre les versions publiées, les nouvelles mises à jour des journaux officiels UE et la mise à jour on va dire, qui est faite en contrepartie version UKCA. Et il y a déjà certaines normes pour lesquelles aujourd'hui, il y a des versions qui sont applicables en UE qui ne sont pas reconnues UKCA et vice-versa. Donc, voilà, j'insiste un petit peu, mais prenez l'habitude d'aller voir cette liste de normes pour vous assurer que la version que vous avez appliquée aujourd'hui sur votre produit, si elle est identique dans les deux réglementations, tant mieux, mais ce n'est pas forcément garanti à 100%. Dernier point, on va dire technique. On l'a dit, dans le cadre des produits radio et pour la directive CEM, si vous le souhaitez, donc c'est volontaire, mais vous pouvez faire intervenir un UK Approved Body pour valider votre dossier technique. Dans le cas d'un produit radio, si vous avez appliqué partiellement ou si vous n'avez pas appliqué une norme harmonisée, cette fois-ci, c'est plus volontaire. L'intervention du UK Approved Body est obligatoire. Les organismes notifiés qui étaient basés au Royaume-Uni ont été automatiquement notifiés pour le marquage UKCA. Donc, si vous aviez un organisme notifié basé au Royaume-Uni, aujourd'hui, il n'est plus notifié, il ne fait plus partie de l'Union européenne, il n'est plus notifié pour les directives CE. Par contre, il a été automatiquement notifié pour les directives UK. Les certificats d'examen UE de type
émis par contre par ces organismes britanniques ne sont plus reconnus pour le marquage CE. Donc attention, notamment si vous intégrez des modules dont la conformité est basée sur un certificat émis par un organisme britannique, vous êtes en droit et même vous devez demander au fabricant du module de vous fournir un nouveau certificat parce que celui-ci n'est par définition plus valide, l'organisme britannique n'étant plus reconnu pour le marquage CE. A contrario, les certificats d'examen UE de type que vous aviez obtenus dans le cadre du marquage CE ne sont pas reconnus pour le marquage UKCA. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au niveau technique, la notion d'organisme notifié, donc particulièrement pour les produits radio, puisque ça peut être obligatoire, est un petit point noir, puisque ça va vous obliger à dupliquer certaines démarches réglementaires. Un certificat UK n'est pas reconnu pour le marquage CE et un certificat CE n'est pas reconnu pour le marquage UKCA. Ces certificats ne sont pas reconnus tout simplement parce qu'il n'y a pas d'accord de reconnaissance sur ce point-là. En tout cas, dans le traité qui a été signé entre le Royaume-Uni et la Commission à la fin de l'année dernière, il n'y a pas du tout cette notion de reconnaissance mutuelle. On a posé la question à nos représentants, donc à nos contacts auprès de la Commission. A priori, ce n'est même pas à l'ordre du jour. Donc, concrètement, aujourd'hui, comme je vous disais, vous devez obtenir un certificat d'un côté et vous devez obtenir un autre certificat de l'autre et faire le transfert de votre dossier CE vers un dossier UKCA. Si votre marquage CE est basé sur un certificat, vous n'avez pas le choix, il faut obtenir un autre dans le cadre du UKCA. De notre côté, on avait anticipé un petit peu ça, puisque justement, dans l'accord de reconnaissance mutuelle, on voyait bien qu'il n'y avait pas de notion d'organisme notifié, de reconnaissance d'essai, de certificat. Donc, on a pris sur nous on a conclu un partenariat donc, avec un UK Approved Body. Et aujourd'hui, on est dans la capacité donc, de transférer les certificats émis par Emitech en tant qu'organisme notifié CE à ce partenaire qui, en retour, émet un certificat UKCA, donc émis par un UK Approved Body, avec des démarches simplifiées, nettement plus rapides et aussi moins coûteuses par rapport à des démarches complètes. L'idée étant qu'on est bien d'accord, d'un côté, on a la réglementation CE, de l'autre, on a la réglementation UK, mais concrètement, ce sont les mêmes exigences essentielles. À de très rares exceptions près, ce sont les mêmes normes, les mêmes exigences techniques qui sont applicables. Donc, le travail fait par un organisme notifié est globalement le même que celui qui va être fait par un UK Approved Body. Et là-dessus, on a eu des directives assez claires à la fois des autorités UK et donc de la Commission européenne pour dire que oui, le partenariat entre organismes des deux bords est non seulement reconnu, mais en plus, il est recommandé. Et en plus, on est bien d'accord, ce n'est pas la peine de refaire à 100% puisque les démarches et les exigences techniques sont globalement les mêmes. Donc, ce qui permet, comme je vous disais, à partir d'un certificat émis par Emitech, d'obtenir un certificat UKCA de façon plus simple et plus rapide que si vous deviez reprendre une procédure complète. Donc, en synthèse, et j'irai peut-être pour fixer un petit peu les choses, aujourd'hui, dans le cadre du marquage CE, vous rédigez votre déclaration UE de conformité, vous apposiez le marquage CE sur le produit et en fonction des directives applicables, sous réserve d'être conforme aux exigences essentielles, vous pouviez mettre vos produits sur le marché. Dans le cadre du Royaume-Uni, on reste sur le même principe, sauf que cette fois-ci, c'est une déclaration de conformité UK et le marquage UKCA ou, pour le cas de l'Irlande du Nord, CE plus UK. À nouveau, attention, je dirais c'est même un petit peu trompeur. Il y a l'Irlande du Nord où le marquage CE continue de s'appliquer, sauf si vous passez par un organisme britannique où c'est le marquage CE plus UK. Les directives
pour les produits électriques et électroniques, les plus répandus sont la directive radio, la directive CEM et la directive basse tension. Et dans le cadre du marquage UKCA, on retrouve exactement les mêmes textes avec les mêmes exigences essentielles. Donc, la Radio Equipment Regulations, l'EMC Regulations, Electrical Equipment Safety Regulations sont des transpositions des directives européennes. Donc, aujourd'hui, le contenu de ces deux textes est identique. Le moyen le plus simple de déclarer votre conformité aux exigences essentielles des directives, c'est l'application des normes harmonisées dans le cadre du marquage CE, donc des normes qui sont publiées sur le journal officiel de la Commission. Pour le Royaume-Uni, vous avez à nouveau le même principe avec une liste de UK Designated Standards qui est mise à jour régulièrement, donc à aller voir. Au même titre que dans votre veille réglementaire CE, vous allez voir à chaque fois qu'il y a une évolution du JO, est-ce que la norme qui est applicable à vos produits a évolué. Vous pouvez aussi, et vous-même, vous devez faire la même chose maintenant dans le cadre de votre marquage UKCA. L'intervention d'un organisme tiers, donc d'un organisme de certification, peut être obligatoire dans le cadre du marquage CE, notamment pour les produits radio, si vous n'avez pas appliqué de normes harmonisées ou si vous ne l'avez appliqué que partiellement. La notion donc d'organisme notifié. Et pour le marquage UKCA, même principe. Pour les produits radio, particulièrement, si vous n'avez pas fait les essais complets ou si vous n'avez pas utilisé une UK Designated Standards, vous devez passer par un UK Approved Body pour faire valider votre dossier. Pour le reste, le dossier technique est à conserver par le responsable, donc le responsable de la mise sur le marché des produits, sous-entendu le fabricant, mais ça peut être aussi l'importateur, le revendeur ou dans le cas où vous avez un mandataire, c'est le mandataire qui est responsable au niveau des autorités de surveillance. Donc, c'est lui qui doit conserver le dossier technique. La surveillance du marché reste le domaine des autorités nationales. Donc, ce n'est pas l'organisme notifié, ce n'est pas la commission, c'est chaque pays qui gère son propre marché. Et au Royaume-Uni, ben voilà, ça reste le même principe. Donc, il n'y a pas de différence majeure. Une fois que votre produit est mis sur le marché, ça reste aussi dans la même philosophie. Vous n'avez entre guillemets, de compte à rendre auprès des autorités nationales que si elles vous le demandent dans le cadre de la surveillance du marché. J'irai un petit peu pour étendre cette philosophie, donc le UKCA. Aujourd'hui, voilà, il faut considérer que c'est un nouveau pays et comme vous le voyez sur cette carte, on fait bien maintenant la distinction entre le logo CE, le logo UKCA. Si vous envisagez une mise sur le marché plus étendue, donc une mise sur le marché mondial, je vous ai mis quelques petits exemples de marquages applicables à droite à gauche qui doivent déjà commencer à vous mettre un petit peu la puce à l'oreille sur le fait que globalement, chaque pays a ses propres exigences réglementaires, ses propres exigences nationales, et qu'en tout cas, ce qui est valable dans le cadre du marquage CE n'est pas forcément valable, n'est pas forcément reconnu, je dirais même l'est extrêmement rarement en dehors de l'Union européenne. Chaque pays a sa réglementation propre et au même titre que le UKCA, maintenant, vous devez considérer que c'est une réglementation à part, à surveiller en particulier. Chaque pays dans le monde, vous devez avoir la même philosophie. Avant d'attaquer un nouveau marché, il faut que vous preniez le réflexe, il faut que vous soyez sûr de vous sur les réglementations, les législations applicables. Le marquage CE n'est valable qu'en Union européenne. Qu'est-ce qui se passe si je devais aller aux USA? Qu'est-ce qui se passe si je veux aller en Chine? Si je suis un produit radio ou pas? Qu'est-ce que je dois faire? Au niveau de la responsabilité, on a parlé du mandataire qui peut être dans certains cas obligatoire. Pareil dans le reste du monde. Est-ce que moi, en tant que fabricant français, je peux déclarer mon produit conforme ou je peux en tout cas rester responsable de la mise sur le marché de ce produit ou est-ce que j'ai forcément besoin d'une représentation locale? Sur l'aspect un petit peu plus technique, les normes que j'ai appliquées dans un cas sont-elles reconnues dans tel ou tel pays? Et si oui, je dirais sous quelle réserve? Quelles sont les armes à nos dispositions pour faciliter la mise sur le marché de mes produits? Et puis,
forcément, c'est ce qui se voit en premier en cas de contrôle douanier, en cas de surveillance du marché. Quelles sont les marques, quels sont les marquages à appliquer sur le produit, sur sa notice, etc. Donc, concrètement, à chaque fois que vous attaquez un nouveau marché, vous devez vous poser tout un tas de questions et effectuer une veille réglementaire et la maintenir. C'est-à-dire que ce qui est valable à un temps donné ne sera pas forcément valable en plus 6 mois plus tard, 1 an plus tard, etc. etc. Sur ces domaines-là, Emitech peut vous accompagner. L'avantage, c'est que ce travail, on le fait, je dirais, quasiment quotidiennement. Et aujourd'hui, on a une base de données qui couvre, dans les domaines principaux sur lesquels on travaille, quasiment l'intégralité des pays au niveau mondial. Et donc, on est capable justement de vous fournir les réponses à toutes les questions qu'il faut vous poser avant d'attaquer un nouveau marché, notamment d'écrire les types de procédures applicables, les documents requis. On est capable d'évaluer les délais, les coûts que ça va représenter, quels sont les marquages obligatoires, etc., etc. Et puis aussi l'aspect technique, quelles sont les normes nationales à appliquer, est-ce qu'il y a des accords de reconnaissance et est-ce que les essais effectués par Emitech seront reconnus. Et puis, une fois que vous avez identifié ces réglementations locales, ou bien si vous les connaissiez déjà, on est aussi capable de vous accompagner justement pour l'obtention de ces certificats, de ces homologations nationales, avec aujourd'hui à nouveau la capacité de couvrir un nombre de pays important, et notamment par l'intermédiaire d'un réseau de partenaires qui commence à être assez étendu et qui couvre l'intégralité des continents. Donc, il y a de très, très rares exceptions où on n'est pas capable de vous apporter du support pour obtenir les agréments, les homologations qui vous permettent d'attaquer un marché en toute sécurité. L'idée étant qu'à terme, peut-être un jour sur vos produits, vous pouviez avoir aussi une collection de logos, de marquages et pouvoir, je dirais, attaquer effectivement le marché mondial avec un produit d'une marque qui a été caviardée parce qu'il ne faut pas faire de pub. Mais globalement, voilà, là, vous avez un exemple de marquage de produit qui peut être mis sur le marché quasiment au niveau mondial, avec des homologations obtenues au Brésil, des homologations obtenues pour la Russie, pour la Corée, le marquage CE, des choses pour le Japon, etc., etc., etc. Et vous voyez que ça fait du monde, ça prend de la place, et donc à chaque logo est associée une réglementation spécifique qui a été respectée, au même titre que le marquage CE pour l'Europe et le UKCA pour le Royaume-Uni. Je vous remercie et on va pouvoir passer aux questions. Merci Loïc pour cette présentation très complète. Donc oui, on a quelques questions. Donc je vais commencer par la première. Les marquages CE et UKCA sont-ils applicables aux sous-ensembles ou bien uniquement aux produits finis? Quelle est la définition d'un produit fini suivant les réglementations CE-UKCA? Alors, c'est effectivement une bonne question. Alors, globalement, les directives ne donnent pas de définition particulière, sauf dans certains cas, par exemple, pour la notion de composant ou des choses comme ça. Par contre, les guides d'interprétation des directives, le guide bleu et puis les guides d'interprétation de la RED, de la basse tension, la CEM, sont plus précis là-dessus. Donc, comme on peut supposer que ce qui est applicable donc pour le marquage CE a de fortes probabilités d'être aussi applicable pour le marquage UKCA, vous pouvez vous reporter à ces guides qui sont disponibles sur le site de la Commission à nouveau. C'est des documents en accès libre et appliquer donc les mêmes exigences pour le marquage UKCA. Un produit, à partir du moment où il est mis sur le marché, la notion de sous-ensemble, de composants, je dirais, est assez interprétable et ça va surtout tenir ce qu'il est fonctionnel ou pas. Donc, concrètement, si c'est un composant passif, tant qu'il n'est pas monté dans le produit final, il ne peut rien faire, c'est destiné à être monté dans un produit. Globalement, on va plutôt... on ne peut pas considérer ça comme un produit. Par contre, à partir du moment où il a une fonctionnalité propre, notamment par exemple des cartes communicantes qu'on va monter dans un PC, bien qu'en elle-même, elle ne soit pas réellement autonome, elle ne fonctionne pas d'elle-même, mais elle est couverte par la directive RED. Et là, donc en fonction des directives et en fonction de l'interprétation des guides, la notion de composant, la notion de sous-ensemble n'est pas forcément la même.
La bonne nouvelle, c'est que justement, il y a des guides d'interprétation dans le cadre du marquage CE et que comme le UKCA, globalement, on est sur la même philosophie, vous pouvez garder cette même interprétation pour le marquage UKCA. Ok, merci. Alors, une autre question. Donc, le Royaume-Uni a décidé de quitter l'Europe et c'est à l'Europe de se plier à leur réglementation UKCA. Oui, 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 c'est un nouveau pays. Le marquage CE n'y est plus applicable. Donc aujourd'hui, effectivement, si vous voulez aller au Royaume-Uni, soit vous respectez les règles du Royaume-Uni et vous appliquez le marquage UKCA, soit alors le marché vous est interdit. A contrario, les produits UKCA, comme je vous le disais au début de cette présentation, sont le marquage, voilà, le marquage CE est le seul marquage reconnu en Europe. Donc un produit UKCA seul ne sera pas reconnu non plus. Donc, normalement, c'est quand même c'est à double sens. Ça marche dans les deux sens, mais effectivement, oui. Aujourd'hui, vous voulez aller au Royaume-Uni, vous voulez continuer d'aller au Royaume-Uni, vous n'avez pas le choix, vous devez respecter la réglementation locale. Ceci dit, c'est valable partout dans le monde. Vous voulez aller en Chine, vous devez respecter les exigences chinoises. Vous voulez aller au Brésil, vous devez respecter les exigences brésiliennes. La mise sur le marché worldwide, la mise sur le marché mondial, en fait, c'est une somme de réglementations nationales que vous êtes capable de respecter. Et ça donne justement l'étiquette que je vous ai montrée il y a peu de temps, où on voit bien que des marquages, des logos, il y en a une quinzaine, une vingtaine, et que le fabricant du produit en question a bien dû se plier à chacune de ces règles pour appliquer chacun des logos, respecter chacune des législations, pays par pays, pour pouvoir ensuite dire que son produit, effectivement, est certifié mondial. Alors, une autre question, comment sait-on que les règles sont identiques entre le marquage CE et UKCA durant la période de transition? Alors, en faisant justement la veille réglementaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la présentation, vous avez les liens qui vont vous amener vers ces documents et vous allez pouvoir continuer de voir, de comparer ces documents. Pour l'instant, c'est des documents donc, pour les réglementations UK qui ont été édités en 2017-2016, donc au moment des réécritures des directives radio, CEM et basse tension. Donc, c'est comme ces documents voilà, sont des transcriptions nationales des directives RAID, basse tension et CEM. Rien ne dit, effectivement, qu'un jour, ces documents soient réécrits d'un côté ou de l'autre. Et à ce moment-là, il faudra refaire ce travail de veille, de lecture comparée pour vérifier si oui ou non on est toujours sur des exigences identiques ou en tout cas des exigences proches. C'est justement pour ça que j'insistais un peu sur l'habitude d'aller voir la réglementation UK, même si aujourd'hui vous êtes quasiment à 99,9% sûr que ça va être la même chose que pour le marquage CE, prenez l'habitude d'aller voir la réglementation UKCA parce que si les choses changent, vous ne passerez pas à côté. Mais oui, ça va vous imposer de faire une veille réglementaire supplémentaire, de faire une vérification supplémentaire par rapport au marquage CE, puisque concrètement, c'est un nouvel aspect, un nouveau volet à prendre en compte, à tenir compte et puis à vérifier régulièrement. Notamment, les directives, c'est des documents qui évoluent heureusement pas tous les 6 mois. On est plutôt sur des plages d'une dizaine d'années. Mais par contre, les normes, c'est une autre histoire. Les mises à jour des journaux officiels normatifs, c'est globalement 1 à 2 fois par an. Donc, tous les 6 mois, on a des versions normatives qui évoluent. Et comme je vous disais, la liste des normes harmonisées en Europe et la liste des normes harmonisées UK ne vont pas forcément évoluer en même temps. Donc, vous pouvez vous trouver parfois sur des courtes périodes, parfois sur des périodes plus longues, avec des versions de normes qui seraient reconnues d'un côté et plus de l'autre, vice-versa. Pour l'instant, ce qu'on a pu voir, c'est que le JO Europe évoluait et puis très peu de temps après, le JO UK évoluait pour se mettre à jour et pour se remettre, on va dire, en cohérence avec le journal CE. Mais pendant 3-4 mois, il y a des versions de normes qui sont plus récentes requises en Europe que celles qui sont toujours autorisées en UK. Et on n'est pas à l'abri qu'un jour, on ait des normes spécifiques pour des applications particulières
ou que, je ne sais pas pourquoi, mais par exemple, le Royaume-Uni ne serait pas d'accord avec une évolution normative et puis dit, ben non, la version 3, nous, on n'est pas d'accord avec, on reste sur la version 2, etc., etc. Ce qui va vous obliger, du coup, à effectivement avoir une double mise en conformité, 2 dossiers techniques vraiment spécifiques, même si théoriquement, c'est déjà le cas. Hein, comme je disais, on doit avoir un dossier CE, un dossier UKCA, mais même sur le plan technique, on n'est pas à l'abri que tôt ou tard, il y ait des déviations, parfois temporaires, donc on peut laisser entre guillemets passer un petit peu en courbe le dos et puis on attend que ça passe, et puis parfois, c'est des déviations qui vont durer. Une adresse UK exigée par UKCA, est-ce que ça peut être une simple boîte postale qui renvoie le courrier en France? Non, 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 non. En fait, quel est l'objet d'avoir un mandataire ou d'avoir une adresse dans un pays membre ou au Royaume-Uni? C'est pour les autorités de surveillance du marché, c'est de pouvoir, entre guillemets, aller frapper à la porte de quelqu'un et pouvoir discuter en vis-à-vis. Ce qui se passe, c'est que au niveau de la surveillance du marché, particulièrement en France, mais j'imagine que c'est pareil dans les autres États membres, l'ANFR, en fait, pour les produits radio, à partir du moment où elle détectait une non-conformité, voulait contacter un fabricant qui était à l'autre bout du monde, qui évidemment ne répondait pas, n'existait pas, etc. Et puis du coup, il n'y avait plus de responsable, il n'y avait plus de possibilité d'agir dans le cadre de la surveillance du marché. Donc, l'idée d'avoir un mandataire, d'avoir une adresse locale, c'était que ce genre de situation ne soit plus possible. Et c'est valide donc, dans le cadre de l'Union européenne, mais aussi dans le UKCA. Pourquoi vous devez avoir une adresse sur place? Parce que dans le cadre de la surveillance du marché, les autorités peuvent venir vous voir au bureau, concrètement. Donc, il faut effectivement une adresse postale qui serait, entre guillemets, qu'une boîte postale. Normalement, ce n'est pas suffisant. Merci. Étant fabricant de machines, nous fixons une plaque CE sur notre machine. Si exportation donc, vers le Royaume-Uni, nous devons donc mettre une plaque avec notification CE et UKCA ou UKCA uniquement? Alors, machine. Je ne suis pas un spécialiste de cette directive, mais la directive machine est retranscrite en UKCA. Donc, aujourd'hui, excusez-moi, la directive machine a été retranscrite dans le cadre du marquage UKCA. Donc, on est sur une réglementation identique, on est sur la période transitoire. Vous pouvez continuer d'apposer le marquage CE jusqu'au 1er janvier 2023. Par contre, si vous souhaitez ou si vous êtes sûr que vous êtes conforme au UKCA, vous pouvez aussi appliquer le marquage UKCA donc pour être sûr de ne pas avoir de problème une fois que la période de transition sera finie. Si vous souhaitez adresser les deux marchés, donc Union européenne et UKCA, il faudra apposer à la fois le marquage CE et à la fois le marquage UKCA pour montrer que vous êtes bien conforme dans un cas et dans l'autre. Donc aujourd'hui, une machine, vous pouvez continuer d'apposer le marquage CE. On est dans la période transitoire, la réglementation est identique entre l'Europe et le Royaume-Uni. Mais au 1er janvier 2023, comme tout le monde, sauf s'il y a encore un report à ce moment-là, mais il faudra passer au marquage UKCA. Et donc, en cas de maintien du produit CE sur le marché UK, après la période de transition sans validation du UKCA, quels sont les risques encourus? Produits retirés du marché, sanctions financières? Globalement, oui. C'est les mêmes sanctions, je pense, que pour n'importe quel marché. À partir du moment où vous souhaitez passer une douane, notamment une douane pour rentrer en Europe sans le marquage CE, la première chose que va voir le douanier, c'est est-ce que oui ou non vous avez votre déclaration de conformité, et puis peut-être même encore plus facilement, est-ce que vous avez le logo qui va bien sur l'emballage, sur le produit. Donc si vous n'avez pas le logo sur le produit, je pense que déjà de base en douane, vous serez bloqué. Vos produits seront retenus. Une fois que c'est retenu, c'est les frais de garde, c'est le risque de destruction ou bien de retour du produit à vos frais, etc., etc. Dans le cadre de la surveillance du marché, si on détecte des produits qui n'ont pas le marquage, c'est pareil, ça va être beaucoup plus facile à identifier et donc beaucoup plus facile de vous attraper, de vous rappeler à l'ordre et effectivement, potentiellement, de
au moins de vous mettre des amendes, voire de vous interdire le marché. Dans le cadre de l'Union européenne, ça va vite, et puis c'est je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est la procédure de retrait, on notifie tous les États membres. Dans le cadre du Royaume-Uni, ça va être la même chose, c'est-à-dire qu'ils vont détecter qu'un produit non conforme, ou en tout cas pas suffisamment conforme, est sur le marché. Ils vont vous contacter, ils vont vous demander de vous mettre à jour rapidement, de faire des actions correctives. Et si vous ne le faites pas, au bout d'un moment, ça passera au moins sur des amendes financières, et puis au bout d'un moment, ce sera le retrait du marché. La procédure de sauvegarde, voilà, la procédure de sauvegarde. Donc, qui est dans le cas de l'Union européenne, c'est qu'en plus, dès qu'un État membre détecte donc un produit pour lequel il n'y a pas d'action corrective menée, il informe tous les autres États membres. Et donc, concrètement, dans le cas du marquage CE, si un marché national vous interdit le marché, concrètement, c'est tout l'Europe qui vous l'interdit en retour. J'ai 2 questions sur les délais. Quel est le délai pour se mettre en conformité? 3 mois comme pour le CE, pour l'interrogation. Quel est actuellement le délai moyen pour obtenir le marquage UKCA par un UK Certified Body? Alors, ça va dépendre de la complexité du produit, ça va dépendre de la réglementation applicable. Nous, dans le cadre du marquage CE, on est à peu près sur un délai d'1 mois à partir du moment où on a un dossier complet pour émettre un certificat d'examen UE de type. Ce certificat, donc, comme je vous disais, on peut ensuite le transférer à un organisme UK qui nous retourne un certificat UK en 2 semaines. Et pourtant, il annonce aussi des délais moyens d'émission de certificat de 1 mois. Donc, pourquoi d'un coup il passe sur 2 semaines? Justement parce que la procédure est simplifiée, elle est plus rapide, puisque globalement, on a déjà fait le plus gros du travail avant. Mais un certificat, un organisme notifié est capable de les mettre en général sous 4 semaines, 1 mois. Après, ce qui va changer la donne, par contre, c'est les essais. Est-ce que vous avez des rapports d'essais qui couvrent les exigences, qui couvrent la totalité de ce qui est applicable à votre produit? Et si vous n'avez pas ces essais, quel labo est capable de les faire, sous quel délai? Alors, ça fait un petit moment que j'ai pu mettre les pieds derrière un analyseur de spectre, mais je sais qu'un délai d'1 mois, 1 mois et demi sur un laboratoire Emitex, c'est assez classique entre la demande et la première disponibilité en termes de créneaux d'essai. Donc, aujourd'hui, vous avez jusqu'à 2023 pour vérifier que vous êtes à jour, et si vous n'êtes pas à jour, éventuellement faire des compléments d'essai. Mais voilà, n'attendez pas le mois de décembre pour vous poser la question, parce qu'effectivement, de toute façon, il y aura un petit temps de traitement si vous avez besoin d'un certificat, donc, qui peut varier entre 2 semaines et 1 mois. Et puis surtout, si vous avez besoin de faire des compléments d'essai, là, on est plutôt sur l'ordre de minimum 2 mois. Merci. Une autre question. Je souhaiterais savoir quelle norme est applicable pour un scarificateur électrique basse tension au sein de l'Union européenne et au Royaume-Uni. C'est une bonne question. Alors, concrètement, je ne suis pas certain que je connaisse toutes les normes applicables dans les journaux officiels. Je suis même à peu près certain que je ne les connais pas toutes par cœur. Mais donc, concrètement, voilà, il faut aller voir le journal officiel dans le cadre du marquage CE ou donc la liste des UK Designated Standards et voir quelle est la norme qui, a priori, couvre le mieux ce type de produit. Pour ce type de produit, je ne sais pas, c'est plutôt type outil électrique ou… Ouais, tondeuse électrique. Peut-être, je ne sais plus comment ça s'appelle, des bêtises, mais peut-être la famille des 6947. Là, je n'ai pas la ça mériterait une analyse. Donc voilà, vous allez voir la liste des normes. Il y a toute une famille de normes qui couvrent justement tout ce qui est plutôt produits électrodomestiques, tout ce qui est produits électroportatifs, outils électroportatifs. Et il y a une norme générique en général qui est très souvent la norme -1. Et ensuite, assez souvent, pour ce genre de cas, il y a beaucoup de normes collatérales ou de normes spécifiques en -2, etc. Et je pense qu'il doit y avoir quelque chose qui est dans cet ordre-là. Par contre, la référence de la norme outil électrique, je n'arriverai pas à retrouver. Je pense qu'il doit y en avoir des centaines, concrètement. Donc, mais voilà, l'idée, c'est
allez voir la liste des normes harmonisées, allez voir la liste des UK Designated Standards. Probablement que ce sera la même non plus dans un cas comme dans l'autre, et appliquer la norme harmonisée, la norme UK Designated Standard, qui couvre les exigences qui vous semblent les plus proches de votre produit. On a une entreprise qui nous indique que sa déclaration CE, elle fait référence à la directive machine 2006-42 CE modifiée. Quel est son équivalent en UKCA? La Supply of Machinery Safety Regulations 2008. Vous voyez toujours l'écran, oui. Oui, c'est ça, on va voir. Donc, c'est celle qui est ici. Okay. Si vous allez sur le site de la Commission ou sur le site des autorités britanniques, ça demande un petit travail de recherche, mais à un moment ou à un autre, dans un cas comme dans l'autre, vous allez trouver cette liste des réglementations qui sont justement qui sont identiques dans un cas comme dans l'autre. Bon, là, vous l'avez de toute façon dans la présentation qui va vous être fournie il y a quelques jours. Et voilà, vous savez que dans ce tableau-là, il y a un équivalent UK globalement à la directive CE que vous appliquez aujourd'hui. À ce titre, d'ailleurs, vous pouvez voir si, pour une raison X ou Y, vous êtes fabricant de dispositifs médicaux, il n'y a plus de directive médicale. Aujourd'hui, on est sur un règlement. Un règlement, la différence par rapport à une directive, c'est qu'il est applicable dans les États membres sans avoir à passer par la phase de transcription en droit national. Et donc, aujourd'hui, le Royaume-Uni, concrètement, n'appliquera pas le règlement dispositif médical. Les divergences, pour avoir suivi une présentation sur ce sujet-là, sont assez lourdes. Il y a vraiment une très, très grosse différence, même en termes de... La philosophie, voilà, ne sera pas la même, clairement. On va avoir des enregistrements de produits, on va avoir des obligations de mandataires, donc, cette fois-ci, qui devront être basées au Royaume-Uni. On va avoir des normes qui ne seront pas forcément les mêmes versions. Donc, si vous êtes fabricant de dispositifs médicaux, je vous invite très clairement à suivre des formations spécifiques et à vous inviter à aller voir des documents vraiment spécifiques à ce sujet. Parce que concrètement, tout ce que je viens de vous dire aujourd'hui pour le marquage CE, on va dire classique, les produits électriques et électroniques, ce ne sera pas du tout applicable pour les dispositifs médicaux. Ce qui se passe aujourd'hui dans le cadre du marquage CE et ce qui se passera ou ce qui est en train de se passer pour le marquage UKCA de dispositifs médicaux sera très différent. On n'aura vraiment pas du tout les mêmes textes applicables, on n'aura pas forcément la même philosophie en termes de, entre guillemets, d'exigences essentielles et puis en termes même de mise en conformité. Ce ne sera pas les mêmes procédures. Concrètement, ça va être vraiment un travail différent. Alors, on a une autre question, une société qui a des sites en Angleterre. Il doit envoyer du matériel informatique pour les équipes anglaises. Est-ce qu'il faut un marquage UKCA pour envoyer du matériel informatique qui est utilisé par leur équipe anglaise? Alors, sous réserve que ça puisse être considéré comme une mise sur le marché. Si c'est du transfert de matériel, mais qui a, entre guillemets, voilà, le produit a été acheté, et puis ensuite, c'est pas vraiment du stock, mais voilà, il faut quand même garder cette notion de mise à disposition sur le marché. Si c'est juste la société A qui envoie du matériel à son antenne nationale pour qu'elle puisse continuer à faire son travail, c'est un peu le même principe que pour un produit en fabrication. Il a besoin justement de composants, il a besoin d'éléments. Quand vous envoyez des produits destinés à aller dans un site de fabrication, ce n'est pas une mise sur le marché. Donc, tout dépend. Voilà, est-ce que vous considérez que le transfert de matériel d'une entité à une autre est une mise sur le marché ou pas? A priori, je serais tenté de dire que non, ça ne doit pas rentrer dans la définition. Parfois, après, il va falloir en convaincre le douanier, ce qui peut être une paire de manches, mais normalement, voilà, on est sur du transfert de matériel, on n'est pas sur une mise sur le marché. Au niveau vraiment application des directives, là-dessus, c'est très clair. On parle d'application pour les produits mis sur le marché, mis à disposition dans le cadre d'une mise sur le marché, mais en tout cas, pas de transfert de matériel d'une entité à une autre, surtout si c'est la même entité.
Donc, cette même entreprise a donc son importateur qui est une filiale. Est-ce que le nom de la filiale anglaise doit apparaître sur les divers documents, notices, déclarations de conformité, plaques constructeurs, ou bien le nom de l'entreprise qui fabrique, donc l'entreprise mère, est-il suffisant? Alors, à partir du moment où vous apposez le marquage UKCA, en tant que fabricant, vous pouvez rédiger la déclaration de conformité, vous pouvez signer en votre nom de fabricant et donc du coup garder sur les marquages votre propre nom. À partir du moment où la filiale ou le mandataire éventuellement est localisé au Royaume-Uni, vous pouvez aussi passer par cette filiale, il n'y a pas d'interdiction là-dessus. Ce n'est pas une obligation non plus. Aujourd'hui, en tant que fabricant français, vous pouvez garder vos marquages et vos adresses en France. Et si pour une raison X ou Y, vous avez aussi une adresse au Royaume-Uni, vous pouvez aussi utiliser cette adresse. Il n'y a pas d'obligation sur ce point-là. Par contre, si vous souhaitez déclarer une entité en tant que mandataire, dans ce cas, effectivement, vous avez tout intérêt à déclarer votre filiale puisqu'elle aura l'adresse au Royaume-Uni et que pour un mandataire, cette fois-ci, c'est une obligation. La documentation technique doit-elle être traduite en anglais? Oui. Oui. De même que normalement, pour l'Union européenne, la documentation technique doit être traduite dans les langues officielles des États membres. Bon, il y a une très grande tolérance là-dessus sur tout ce qui est, on va dire, vraiment pure technique, tout ce qui est schéma, parts list ou des choses comme ça. Par contre, les notices, normalement, à un moment ou à un autre, vous devez être capable de fournir une notice, ou en tout cas le minimum, les exigences essentielles de sécurité, les avertissements réglementaires, dans les langues officielles des États membres. Il y a eu des documents qui ont été publiés 5-6 ans sur ce sujet-là, par l'ADCO, donc, qui est l'organisme au niveau européen qui essaye d'harmoniser justement les pratiques de surveillance du marché. Et ce document a été très clair, effectivement, sur les notices. Il n'y a pas de tolérance. Ce n'est pas parce que c'est en anglais que c'est du professionnel, etc. C'est non. Chaque pays doit avoir une notice avec les exigences minimales concernant tout ce qui touche à la sécurité, par exemple, traduite dans la langue officielle de l'État membre. Après, rien n'empêche d'avoir une notice complète disponible en ligne ou bien téléchargeable, etc. Il y a heureusement des échappatoires. Mais donc, pour le Royaume-Uni, oui, la documentation technique et notamment la notice doivent être rédigées en anglais. La déclaration de conformité doit être rédigée en anglais, etc. Okay. Alors, j'ai une dernière question sur le module. Est-ce que la déclaration de conformité UK demande des choses en plus ou en moins par rapport au CE? Non. On retrouve les mêmes exigences. On doit retrouver les réglementations applicables avec les exigences essentielles et les normes qui vont avec pour couvrir ces exigences essentielles. On doit retrouver le nom du fabricant, on doit retrouver le nom du produit, son numéro de modèle, de référence, etc., etc. Et globalement, voilà, ce qui est applicable pour une déclaration de conformité CE, vous allez pouvoir quasiment faire un copier-coller pour une déclaration de conformité UK en changeant la référence de la directive et en faisant attention aux versions des normes, puisque donc il peut y avoir des déviations au niveau des normes techniques pour couvrir les exigences essentielles. Il y a une dernière question qui est arrivée. Pour les signatures du UK Declaration of Conformity, le fabricant n'a pas besoin d'être en UK? Non. Le fabricant peut être établi n'importe où. Par contre, un mandataire, si mandataire vous utilisez, lui doit être établi au Royaume-Uni. Mais donc, si vous êtes fabricant, que vous signez la déclaration de conformité, donc sous votre propre responsabilité de fabricant, vous pouvez effectivement, même si vous n'avez pas d'adresse au Royaume-Uni, continuer de signer la déclaration de conformité. Il n'y a pas de nécessité de passer par un intermédiaire local dans ce cas-là. Pour les 3 directives, en tout cas, CEM, basse tension et radio. Il y a peut-être des cas sur les directives machines, ATEX ou des choses comme ça où le mandataire est à nouveau obligatoire. Et dans ce cas-là, le mandataire, donc, lui, doit être basé au Royaume-Uni.
Mais dans les 3 directives, 4 en comptant le REHS, parce que je crois qu'il n'y a pas de mandataire non plus là-dedans. Donc, on va dire les 4 directives les plus couramment utilisées pour les produits électriques et électroniques classiques. En tant que fabricant français, vous pouvez continuer de signer la déclaration de conformité, même si vous n'êtes pas basé au Royaume-Uni. Ok, merci. Donc là, je ne vois plus de questions. On a balayé une vingtaine. Merci pour toutes ces précisions, Loïc. Je voulais aussi préciser qu'au niveau de la CCI Bretagne que je représente aujourd'hui, on a également une personne, Samuel Hillière, qui peut aussi vous aider à décrypter les réglementations européennes. Vous aurez ses coordonnées également à la fin de cette présentation, donc les coordonnées de Loïc, mes coordonnées sont mes homologues donc dans les autres départements bretons, également donc voilà les coordonnées de Samuel Hillière si vous avez besoin de décrypter les réglementations européennes. Il est 10h45, on a bien respecté le timing, c'était très, très clair. Merci beaucoup Loïc pour votre disponibilité, votre implication. Merci à vous de m'avoir sur ce sujet. À prendre du temps pour parler, c'est agréable. Je pense que ça a répondu à un besoin des entreprises de vraiment les sensibiliser et les aider à se préparer au mieux à ce nouveau marquage de sécurité des produits. Donc on reste à votre disposition, vous, entreprise bretonne, pour vous accompagner au mieux dans tous ces changements liés au Brexit, que ce soit sur la partie réglementation de produits. Il y a aussi d'autres sujets, notamment la douane, on en a parlé un petit peu aujourd'hui. Il y a des changements et on peut également vous accompagner sur ces sujets, donc n'hésitez pas à nous contacter. Je vais vous souhaiter une bonne journée. J'espère que... vous voyez, j'ai déjà un premier retour, Loïc, de personnes qui ont trouvé que le webinaire était extrêmement clair et les réponses précises étaient... les réponses apportées étaient plus précises. Donc, n'hésitez pas à remplir, s'il vous plaît, l'enquête de satisfaction, à nous faire un retour, que ce soit par rapport à ce webinaire mais également nous remonter toute thématique que vous aimeriez que l'on développe dans les prochaines réunions de BCI. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis donc à très bientôt. Merci encore, Loïc. Merci à vous. Bonne journée à tout le monde. Et puis donc, au plaisir. Au revoir. Au revoir.